Bonjour France. Bonjour Karima. Voilà, je suis vraiment ravie de faire cette interview avec toi. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté pour moi, pour la communauté de femmes qui me suivent et qui suivent Namaera. Moi, j'avais très envie de faire cette interview avec toi parce que quand j'ai rencontré ton livre, parce que je l'ai rencontré, ça a été le coup de foudre juste en regardant l'illustration et le titre et je l'ai acheté et c'est comme ça que je t'ai découverte et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà pour toutes les ladies et les amazones comme je les appelle, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi en quelques mots, dire qui tu es, ce que tu fais? Bah écoute, merci déjà d'avoir lu le livre et très belle couverture de Yasmine Gâteau, hein, une super illustratrice. Donc moi, bah voilà, je vais avoir 40 ans dans 5 jours. Je suis célibataire. Pas tout le temps, ça arrive que je ne le sois pas non plus. Donc en fait, c'est pas non plus quelque chose qui tombe sur la tête. Ça ne doit pas être ressenti comme un poids. J'ai écrit ce livre, Nos cœurs sauvages, parce que je suis partie d'un constat qu'il y avait dans la société, que j'avais énormément de copines ou de copains qui me parlaient du célibat, on était tous plus ou moins célibataires en fait, mais personne ne le disait. Il y avait quand même une espèce d'omerta sur ça. C'était toujours un statut par défaut. On disait je suis célibataire mais ça va pas durer. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait en fait énormément de gens célibataires. En cherchant dans les chiffres, je me suis rendu compte qu'il y avait des pays comme aux États-Unis où il y avait plus de célibataires que de couples. Dans le recensement de la population, de plus en plus de gens qui vivaient seuls. Et donc je me suis dit, il faut absolument dire aux gens que c'est la norme aujourd'hui d'être célibataire, qu'ils ne sont pas dans une situation bizarre ou unique, que c'est pas un défaut de fabrication, ils sont juste comme tout le monde. Et donc, je me suis dit, je vais écrire ce livre pour ça. Ah, super. Et c'est beau. Et c'est vraiment, après, c'est ce que j'ai découvert et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est ça que j'ai aimé d'ailleurs quand j'ai lu le livre, j'ai compris ce message-là. Parce que, tu sais, voilà, juste une petite parenthèse. Moi, les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes qui vivent très mal leur célibat et elles ont l'impression que c'est pas normal, en effet. Et donc, ça crée déjà que c'est difficile pour elles d'être célibataires et de pas rencontrer l'amour de leur vie. Et en même temps, de vivre ce statut-là, il y a une pression sociale autour, en France en tout cas, et puis dans certains pays sûrement. Ouais, il y a toujours cette pression sociale qui, surtout en France, je trouve, enfin par rapport aux États-Unis par exemple, en France, il y a toujours un peu cette tradition du couple un peu bourgeoise ou de la cellule familiale. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte que la cellule familiale nucléaire, qui est en fait la base d'un peu le modèle que tout le monde a en tête, un papa, une maman, 2 enfants, dans un petit pavillon, tout le monde heureux comme ça, qui joue sur la pelouse avec un chien. Ça, c'est en fait, économiquement, ça marchait très bien dans les années 50, à l'après-guerre, quand il y avait beaucoup de travail pour reconstruire le pays, et que c'est en fait un peu une cellule familiale qui a été un peu créée de toutes pièces dans ces années-là, puisque finalement avant les gens habitaient tous ensemble dans des fermes. C'est un peu cliché parce que c'était pas le cas pour tout le monde, mais 2 siècles avant, c'était plutôt des grandes familles où tout le monde était avec les grands-parents, etc. Donc cette idée de la famille où on est en couple avec des enfants, elle a été un peu inventée il y a que 70 ans finalement. Et c'est parce qu'elle est dans un contexte économique particulier de croissance, où les hommes allaient travailler, les femmes restaient encore à la maison. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce modèle-là. Donc en fait, ce modèle-là, il est très compliqué à faire perdurer. C'est en fait une espèce d'idéal qui est, d'ailleurs, je crois qu'il y a un couple sur 2 qui finit en divorce. Donc en fait, dans les chiffres, cet idéal-là, il est très minoritaire. Donc il faut dire quand même aux gens que cet idéal-là, c'est la même chose que gagner au loto un peu. C'est pas forcément... Et l'autre chose, c'est que c'est pas forcément le meilleur fonctionnement, puisque à l'époque, les femmes étaient à la maison, ne travaillaient pas. Ça marchait quand il y avait comme ça une répartition des sexes dans le travail.
Mais cette espèce de couple fantasmé, idéal, aujourd'hui, est-ce qu'on en a vraiment envie? Pas forcément. Alors, je vais me permettre d'aller un peu à contresens. Ça m'interpelle quand même ce que tu dis parce que, alors, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord par rapport au modèle familial qui a peut-être changé, qui a évolué, qui a erroné. Maintenant, alors, ce rêve qu'on a, que ont beaucoup de femmes, de construire un couple pérenne, de vivre une belle histoire d'amour. Donc, quelque part, alors, tu es en train de dire que c'est plus possible ce rêve-là? C'est que ce rêve-là, il est plus difficile à atteindre et que c'est pas le même parce qu'en fait, avant, on était dans un contexte économique et social qui permettait que ce rêve se réalise, mais qui était d'ailleurs pas forcément un rêve bien, puisque les femmes étaient quand même plutôt perdantes sur le plan économique à ce moment-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque, donc c'est un rêve qui va être plus difficile. Alors, on voit que quand même les couples vont rester moins longtemps ensemble. Enfin, je veux dire, ça c'est un fait qui est clair. En fait, on a quand même dans notre génération maintenant, on doit faire face au rejet. Et en fait, il faut juste qu'on ait les armes pour comprendre ça, pour pas qu'on se sente déçu à chaque fois de ce rêve. Mais si on comprend, on peut tout à fait. Il faut évidemment continuer dans les rêves qu'on s'est donnés. Ça, je dis pas que c'est impossible d'être en couple. Heureusement, non. Mais il faut en tout cas comprendre que aujourd'hui, va aller plus vers un épanouissement individuel et que comme on va plus vers ça, le couple est plus difficile puisque maintenant il repose uniquement sur l'amour. Avant, les gens qui se mariaient pas, ils étaient vus comme des bêtes noires. Donc de toute façon, tout le monde devait se marier. Donc au bout d'un moment, les gens finissaient par rester ensemble. Là aujourd'hui, en un siècle, ça a complètement changé et on peut pas garder en tête le même idéal. Qui était peut-être plus facile pour nos mères ou nos grands-mères parce que de toute façon il fallait qu'elles se marient. Ça c'est pas aussi facile pour nous. C'est plus dur, mais en tout cas, une fois qu'on y arrive, on est 10 fois plus content, je pense. Exactement. Et en fait, bien sûr, ce que j'entends, c'est qu'il y avait un modèle économique. En fait, les hommes et les femmes devaient répondre à un modèle économique, et c'est pour ça que ils étaient ensemble et se mariaient et restaient longtemps. Et aujourd'hui, c'est vrai que les femmes sont autonomes, indépendantes, libres, et ne répondent plus, n'ont plus besoin de répondre à ce modèle économique-là. Donc, du coup, moi, je dis que du coup, c'est vrai que ça met l'histoire d'amour à un niveau, à un challenge encore plus important parce que on va parler là pour le coup de réellement l'envie d'être à deux et la rencontre réellement et de susciter la vraie rencontre, c'est ça? Après, moi, je pense que c'est pas à cause des femmes que le couple est plus difficile. C'est pas parce que les femmes travaillent que le couple. Moi, c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment plus un contexte économique global. Une des conséquences, c'est aussi que les femmes travaillent parce que de toute façon, on n'a pas non plus le choix. Enfin, aujourd'hui, si on veut acheter un appart, s'il y en a qu'un qui travaille, c'est très compliqué. Donc, c'est pas que de l'empowerment féministe, c'est aussi. Enfin, moi, je pense que c'est un contexte global. Et les femmes qui ont pris leur indépendance dans ce contexte-là fait que tout ça crée un nouvel équilibre qu'il faut trouver. Mais si on le comprend bien, on le trouve. Il faut juste que le couple, maintenant, et c'est vrai qu'il y a aussi cette pression du couple qui est très importante, moi je trouve, quand on voit aujourd'hui les power couples, on appelle ça les power couples, par exemple, je pense à George Clooney et sa femme, qui sont tous les deux sublimes. Pendant le confinement, ils n'ont jamais été aussi amoureux. Ils se sont pris des grands verres de vin. Ils ont dit, oh, on trinquait tous les soirs en amoureux. Ils se sont remariés pendant le confinement. Je veux dire, qui d'entre nous ils se sont réunis, quoi. Et alors on voit ça et puis on se dit, oui, bah c'est vrai que ils ont de la chance, etc. Et moi. Mais en fait, il faut pas se comparer à ces power couples qui sont en plus tous les deux qui réussissent très bien, etc. Et moi, j'ai tendance à dire, il faut attention de ne pas voir non plus le couple comme une valeur ajoutée, parce que c'est un peu ce qu'on essaie de nous vendre, une espèce de comme si grâce au couple on allait être mieux, meilleur. Non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Être en couple, c'est
plus difficile, moi, je trouve, que d'être célibataire. Donc, personnellement, je préfère être célibataire. Je peux papillonner, flirter, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à gérer au quotidien, de la communication et tout. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a cette pression du power couple et il faut pas que cette pression, elle nous, à tous les niveaux, que ce soit parce que ça répondait à un contexte économique passé où on est sorti, donc de toute façon cette image elle est encore idéalisée. Cette image du prince charmant aussi, qui nous met la barre haute en permanence. On va essayer, quand on est célibataire, de chercher quelqu'un de vraiment bien parce que aussi on veut réparer les erreurs. Souvent, c'est parce qu'on a eu une rupture avant. Et cette rupture-là, on se dit, je veux pas la revivre parce que c'est très dur une rupture. Donc, toi, j'imagine que tu sais comment. Ouais, alors j'entends vraiment et j'entends ce que tu me dis clairement. Le couple, c'est pas la solution de la réparation, et c'est tout l'accompagnement que je propose justement pour que l'autre ne soit pas juste pour répondre à un besoin, d'un manque, manque d'affection ou réparer les blessures du passé, etc. C'est tout le travail qu'on propose avec la Mayra. Mais ceci dit, quand même, quand je t'écoute, tu vois, bon, moi je suis plus âgée que toi, hein. J'ai beaucoup d'années. Si. J'ai vraiment beaucoup, voilà, plus d'une décennie de plus que toi. Donc, alors, je suis pas vraiment de la même génération. Et donc, mais bon, peu importe. Moi, la question que je me pose là, quand tu dis que tu es une femme, tu es célibataire, je sais, voilà, tu es une femme très active, tu fais beaucoup de choses, voilà, t'es épanouie dans ton travail. J'ai vu aussi, j'ai regardé, du coup, tu as fait un reportage sur Love Tinder, donc comment c'est Tinder, ouais, voilà. Donc, j'ai vu tous ces jeunes célibataires, voilà. Mais l'amour dans tout ça, alors? Ben non, mais l'amour, c'est ce qui est le plus important. Et moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas vivre sans amour. Enfin, moi, je vais jamais te dire que l'amour, on peut s'en passer. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse se passer d'amour. Après, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à pas mettre leurs œufs dans le même panier. Donc, ils vont développer, par exemple, un réseau affectif amical. Ils vont mettre leur affectivité dans leurs amis ou dans leur famille. Ils vont mettre, par exemple, leurs besoins sexuels, peut-être dans des plaisirs solitaires ou des relations d'un soir. Et ils vont mettre tout ce qui est amour philosophique, toute cette espèce de projection d'un idéal, peut-être dans des rencontres virtuelles où ils vont parler beaucoup par texto, mais où finalement ils vont jamais vraiment rencontrer ces personnes, où ils vont rester dans un entre-deux, un peu de flirt. Donc moi, je vois beaucoup cette tendance en train de se faire, des gens qui sont un peu déçus de l'amour et qui finalement se rendent compte que l'amour, il peut venir de plusieurs sources. Ça peut être aussi bien vos colocataires avec qui vous partagez tous les petits déjeuners le dimanche matin, avec qui vous pouvez remplir cette fonction-là, un amoureux que vous voyez pendant 3 mois tous les week-ends, mais vous savez que ça va pas aller plus loin que 3 mois. Mais déjà, vous prenez cet amour-là qui est aussi une forme d'amour pour moi. Et en fait, au final, de toute façon, tout le monde, au fond, cherche l'amour. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui cherchent l'amour. Et donc, il y a quand même des grandes chances qu'on finisse quand même ensemble. Donc ça, c'est quand même la bonne fin de l'histoire. Mais moi, je pense qu'il faut pas du tout penser qu'on va rester célibataire toute sa vie, comme si c'était une fatalité. Mais par contre, si on a envie de rester célibataire toute sa vie, ça doit pas être un problème. Et on doit pouvoir se dire, célibataire ne veut pas dire pas d'amour. Je peux quand même avoir de l'amour de plusieurs façons. Et peut-être que au lendemain d'une rupture, donc moi je suis pas célibataire tout le temps. Là, je viens de rester pendant 1 an avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. On s'est séparés parce que lui, il avait d'autres projets de vie, mais j'étais comblée pendant 1 an amoureusement, et je me dis voilà, maintenant il faut que je reconstruise
encore quelque chose avec quelqu'un. Je me vois pas du tout en train de me dire je peux me passer d'amour, il n'y a aucun problème. Je peux avoir cette vie très active et dès que j'ai envie d'avoir un plan cul, je vais l'appeler. Bah non, enfin pour moi ça marche pas comme ça. J'ai pas besoin des autres pour. Mais en tout cas, quand on est célibataire, il faut pas se dire que c'est un statut par défaut. Il faut pas se dire il y a les autres, ils sont en couple, ils ont tout, ils ont l'amour, et ceux qui sont pas en couple, ils ont pas l'amour. L'amour, il vient de plusieurs formes, on peut l'avoir de plusieurs manières, et évidemment, être en couple, c'est aussi construire, et c'est ça que je trouve être plus beau dans l'amour, plus que, voilà. En tout cas, on n'est pas non plus moi, je pense pas qu'on est une génération désenchantée de l'amour non plus, parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi romantique, justement. Quand on me dit oui, les applications, c'est que des plans cul et tout, moi, j'ai pas l'impression que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt des gens qui rêvent de tomber amoureux, mais comme ils trouvent pas la bonne personne, parce qu'ils cherchent la personne idéale, finalement, on a un peu peur de s'engager, etc. Moi, je dis toujours, allez voir les personnes, rencontrez-les, il faut les voir 3 fois. Ne couchez pas avec eux le premier jour, parce que c'est quand même aussi intéressant de connaître l'autre avant de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai un côté un peu vieillot pour ça, où je dis, attendez 2, 3 fois, ne jugez pas tout de suite. Et en fait, on se rend compte qu'on peut construire plein de choses avec ces gens-là, que ça soit de l'amitié, que ça soit éventuellement une relation à long terme. Mais en tout cas, il ne faut pas se fermer des possibilités et se dire, ça y est, on est célibataire, c'est fini, quoi. Je suis complètement alignée avec tout ce que tu viens de dire, mais à 1000%. Clairement, et c'est vrai, moi, je vois beaucoup de femmes, des jeunes femmes, des un peu plus âgées, qui vivent très très mal leur célibat, et finalement, c'est ce que elles disent. D'ailleurs, elles sentent un vide à l'intérieur, et c'est vrai que tout ce travail d'accompagnement va faire justement pour qu'elles deviennent ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'elles se sentent pleines et que leur vie, elles se sentent épanouies dans leur vie, qu'elles vivent leur célibat en étant juste, voilà, je suis pas seule, je suis célibataire en fait. Tu vois, beaucoup disent je suis seule, mais non, t'es pas seule, t'es juste célibataire. C'est ça. Et moi, je suis vraiment complètement alignée et j'adore, tu vois. Et je sais, t'en parles dans ton livre justement et tu compares par rapport au comment dire, au code américain. Est-ce que par rapport justement à la rencontre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment prendre son temps dans la rencontre, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu par rapport à ça? Alors, moi, c'est vrai que les États-Unis, quand j'y étais, c'était, je pense, il faut pas y aller quand on est célibataire et qu'on est un peu en chagrin d'amour parce que c'est très très solitaire là-bas. À Los Angeles, il y a à peu près 75% des femmes d'ailleurs qui sont célibataires. Et on enchaîne comme ça les dates. Et là-bas, c'est le concept du dating. Donc, c'est eux qui ont quand même inventé cette séduction-là. Qu'ils sont d'ailleurs, ils nous ont imposé maintenant avec les applications de rencontre. En fait, ça vient de là-bas. Mais eux, ils ont des codes déjà très définis parce que ça fait longtemps que ça existe. Donc, eux, ils savent gérer ça. Donc, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, il y a des étapes. Donc, la première étape, normalement, c'est on va juste à un rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, on se connaît un peu plus, on va au cinéma. Troisième rendez-vous, on a le droit d'avoir un rapprochement physique. Quatrième rendez-vous, on voit si ça passe ou pas. Donc, en fait, il y a des étapes comme ça qui sont très claires. Si l'étape n'a pas été validée par l'un des deux, bah, on s'arrête. Et il n'y a pas de remords. Moi, je vois beaucoup de femmes qui me disent, en France, on s'est vu une première fois, il m'a jamais rappelé. Mais en fait, ça, c'est vrai que c'est très américain. C'est le dating à l'américaine. C'est violent. C'est comme un entretien d'embauche, un peu. Et si il y en a un des deux qui ne rappelle pas, eh ben, il faut quand même se dire c'est pas grave. En fait, il faut être armé pour ça. Et c'est un peu d'ailleurs comme les entretiens d'embauche. Si à chaque fois qu'on y va et qu'on rate, sauf que il y a 50 ans, on faisait un seul entretien d'embauche, on était pris, on restait 50 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, on est obligé d'en faire 20 pour en trouver un. Et ça, c'est très douloureux. Mais il faut pas que ça soit vécu comme quelque chose de douloureux. Il faut que ça reste un jeu quand même, moi je dis. Et donc, s'il y en a un qui ne rappelle pas, eh ben, très bien. Enfin, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est pas moi qui suis rejetée personnellement. C'est juste que peut-être qu'il a retrouvé son ex. Enfin, on sait pas. Il peut y avoir 40 000 histoires. Et donc, il faut
en tout cas comprendre ces règles du jeu, parce qu'aujourd'hui c'est quand même celle-là, pas vivre ça comme... et par contre, bien se blinder par rapport à ces règles du jeu, c'est-à-dire, je pense, faire quand même les choses par étapes, bien vérifier. Je vois ce docu, je sais pas si vous l'avez vu, sur l'arnaqueur de Tinder. Ah oui, bah oui. Quand même, en fait, il faut quand même avoir aussi conscience que, quand même, aujourd'hui, c'est toujours quand même les femmes qui sont perdantes, il faut le dire. C'est vrai que déjà, la société, quand on est une femme célibataire, c'est moins glorieux. Encore un homme, c'est toujours un peu un don Juan, etc. Une femme, tout de suite, c'est très stigmatisé. Donc, ces femmes que vous voyez, c'est normal qu'elles ressentent ça, parce que c'est ce que la société veut leur faire ressentir. C'est cette espèce de miroir où on va voir ses parents et vous disent mais quoi, comment ça se fait. C'est souvent les parents d'ailleurs, ça va pas plus loin que ça. Tout le monde autour de nous, si on a des amis, que des amis en couple, je dis toujours à mes copines célibataires, ne va jamais à des dîners de couple. Ça ne sert à rien. Être avec des parents et des enfants à table, il n'y a rien de pire pour se sentir exclu de la société. Il vaut mieux faire des dîners avec d'autres célibataires ou inviter des gens sans leur couple. Mais c'est vrai que voilà, faut pas s'infliger ça, quoi. Mais c'est vrai que la société tout autour, elle dit toujours, et puis il y a toujours ce truc de la femme comme fécondation. Donc, passé 35 ans, une femme n'est pas bonne à féconder, puisqu'en fait, quand même, pendant 10 siècles, 20 siècles, elle était là pour ça, pour féconder la femme dans un couple. Donc maintenant, on a du mal, à partir de l'âge de 35-40 ans, une femme célibataire, c'est très mal vu, parce que les hommes vont avoir tendance à chercher des partenaires plus jeunes, il faut le dire, de 10 ans de moins. Donc ça, c'est dans les faits, c'est constaté, c'est vrai. Par contre, il faut pas, nous, se sentir victimes de ça. Au contraire, il faut rire de ça. Il faut dire, de toute façon, les hommes ne vont pas tous forcément chercher une femme qui a 10 ans de moins. Il y en a plein qui sont tout aussi tristes que nous d'être seuls, donc qui vont vouloir être avec vous. Il faut partir quand même dans une quête positive, tout en ayant quand même conscience que c'est vrai que c'est pas facile, parce que tout le monde autour de vous va vous dire l'inverse. Mais vous, si vous êtes assez forte, vous allez pouvoir leur dire non mais écoute, qu'est-ce que tu me fais chier, maman, à me dire d'être en couple alors que toi c'est pas forcément mieux ce qui t'est arrivé. Enfin, tu vois, il faut avoir les armes, mais ça demande du courage. Ouais, c'est vrai. Ça demande du courage d'assumer ce statut et d'être OK avec ça. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport au fait que ça me fait penser à quelque chose où le fait que quand tu as passé un certain âge, quand tu es une femme au-delà de 30-40 ans, les hommes vont aller chercher des plus jeunes. Et je vais même dans ce sens-là. Il y a des coachs, par exemple, qui parlent, qui font sur YouTube, etc., qui tiennent ce discours-là en disant clairement, tu as passé la vingtaine, t'es 30, 40, alors là, t'es hors game, t'as plus aucune chance, quoi. Et c'est absolument scandaleux parce que, moi, ouais. En fait, il faut le dire, je veux dire, oui, dans les apps de rencontre, les hommes vont avoir tendance, puisque comme c'est sur le physique, à aller vers des femmes plus jeunes. Mais en vrai, dans la réalité, maintenant, les écarts d'âge entre hommes et femmes dans les couples, ils se réduisent beaucoup. Et il y a beaucoup plus de femmes plus âgées que les hommes. Donc, quand même, l'espoir est là, c'est que les femmes et les hommes, il y a moins, en tout cas, le besoin de fécondation, là, ce que je te disais, la construction mentale, que la femme doit être jeune et fécondée par l'homme. Maintenant, on est quand même en train, les deux sexes sont en train de se rendre compte que ça marche plus comme ça, l'amour. C'est plus que pour avoir des enfants. D'ailleurs, on voit quand c'est quand c'est des deuxième alliance ou troisième alliance, des troisième mariages. Donc, il faut pas. Par contre, il y aura toujours des hommes qui vont vouloir des polices. J'appelle ça des polices, mais qui vont être obsédés par le physique. Mais ces hommes-là, on n'a pas envie d'être avec eux. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me scrute du matin au soir pour savoir si j'ai bien mis la crème, si j'ai bien fait mon botox, et surtout, c'est des gens qui sont pas profonds, puisque c'est des gens qui s'arrêtent uniquement à votre visage. C'est ça. Moi, j'ai pas envie d'être avec ça, donc en fait, ça m'arrange. À la limite, je préfère tout de suite qu'il aille avec quelqu'un d'autre. Donc d'ailleurs, c'est ça qui est bien aussi quand on vieillit, moi je trouve, c'est que on a moins besoin d'exister par son physique
Et on va aller plus dans des discussions intellectuelles, plus profondes. Et il faut rechercher ces partenaires-là et pas un partenaire qui est complètement obsédé par la jeunesse. Celui-là, on lui laisse les magazines féminins parce que c'est même pas sûr qu'une femme ait envie de lui, quoi. Merci beaucoup. Et du coup, on parle beaucoup des femmes et les hommes alors. Où est-ce qu'ils en sont, eux? Tu as une idée? Moi, je pense qu'ils sont exactement comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont d'ailleurs terrorisés à l'idée d'être aussi utilisés comme des objets pour faire des enfants. Moi, je vois énormément de jeunes maintenant, là, de 30-35 ans, qui me disent j'ai l'impression d'être du sperme ambulant. Il y a des filles, donc en fait tout le monde est terrorisé. Il faut surtout pas. Et après les hommes, eux aussi ils ont des divorces. Eux aussi il y a quasiment autant de célibataires hommes que de femmes. Il y a peut-être un tout petit peu plus de femmes plus tard. Pour 2 raisons. Donc il y a cette raison qu'il y en a quand même toujours qui se mettent avec des plus jeunes un peu. Mais il y a surtout une raison, c'est que nous, les femmes, on arrive beaucoup plus facilement à vivre en couple, à vivre seul. Donc, parfois, moi, c'est ce que je remarque, les hommes vont se remettre en couple facilement, mais un peu, entre guillemets, avec la première venue. Parce qu'ils peuvent pas vivre sans être en couple. Alors que nous, on va être peut-être un peu plus longtemps célibataires, parce que nous, on n'a aucun problème pour être célibataire. Et ça, en fait, c'est un constat. Les femmes, globalement, ne souffrent moins du célibat que les hommes. C'est moins compliqué pour nous d'être seuls chez soi. Et donc, il y a plus de femmes qui, finalement, à 50 ans, je voyais aux États-Unis, il y a des femmes de 50-60 ans qui disent « Moi, j'en ai ras-le-bol du couple. Je n'ai pas envie de me remettre avec un mec. Après, je vais devoir m'occuper de lui, devenir une infirmière. Donc, je suis ravie d'être célibataire. Je vois des hommes quand même. Je ne m'interdis pas de rencontrer quelqu'un, mais je suis consciente que j'ai aussi de la chance, contrairement à mes copines qui sont en couple depuis 40 ans et qui il n'y a plus aucun désir, donc de toute façon elles font moins l'amour que moi, donc faut toujours en fait recontextualiser. Mais en tout cas, les hommes sont comme nous et il y en a plein, ils sont partout. Donc par contre, moi je dis toujours, il y a quand même toujours une différence entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve, les hommes, ils aiment plus parfois le contact physique rapide. Alors moi, j'aurais toujours tendance à dire ça, c'est mon côté vieux jeu. Mais si votre objectif, c'est de construire une histoire, vraiment, attendez quand même, avant d'avoir un rapport intime avec quelqu'un, attendez de le voir un certain nombre de fois pour voir qu'est-ce qu'il a derrière lui, quoi. Les hommes, c'est vrai qu'ils vont être plus fonceurs, ils vont plus avoir envie d'un rapport physique tout de suite. Je suis pas en train de dire que c'est tous des queutards, hein, mais ils ont plus été éduqués comme ça. C'est pas forcément bien d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, si vous voyez qu'il se désintéresse de vous parce que vous avez pas envie d'un rapport physique, au moins comme ça vous savez que lui il avait peut-être pas forcément envie de construire aussi. Donc en fait, moi je trouve ça. Par contre, il faut quand même faire attention sur les apps de rencontre aussi, parce qu'on peut tomber sur n'importe qui. Il faut quand même, moi je dis toujours, ne faites pas des rendez-vous chez les gens, faites des rendez-vous dans des endroits neutres au début, faites plutôt des promenades, ne buvez pas 4 bouteilles de vin le premier soir, parce que ça c'est des comportements qu'on a tendance à avoir quand on est célibataire, parce qu'on se dit vite je vais rencontrer quelqu'un. C'est ça. Mais toujours se dire qu'il faut prendre le temps, qu'il n'y a pas de, c'est pas grave, si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Si c'est pas cette semaine-là, c'est la semaine prochaine. Il y a des hommes qui sont comme les femmes, ils cherchent l'amour aussi. Ils ont d'autres problèmes. Eux, parfois, ils ont aussi des problèmes d'érection. Ils n'arrivent pas forcément à jouir comme ça non plus facilement en 2 secondes. Ils ont aussi besoin de connaître la personne au fond. Donc, donnez-vous ce luxe qui est le temps de la rencontre. J'adore. On est alignés toutes les deux, je pense, complètement alignés. Et du coup, franchement, ça m'amène à. En fait, moi, ce qui m'a séduite quand j'ai vu ton livre, c'est vraiment le titre, Nos cœurs sauvages. Qu'est-ce qui t'a amené à ce titre-là, en fait? C'est que j'avais vraiment l'impression qu'on était en train de devenir sauvage parce qu'on n'arrive plus à se rencontrer. Et une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à se rencontrer, je pense, c'est parce que ça c'est vraiment un truc, moi j'en suis persuadée, c'est que avant,
la rationalisation pour trouver un partenaire, elle passait par la famille. C'était les parents, c'était la famille, quelles que soient les cultures d'ailleurs, qui vous disaient « Ah bah lui non, attends, c'est le queutard du village, il vaut mieux pas ». Il y avait des filtres. C'était souvent d'ailleurs des gens dans le même village. Donc en fait, c'est pas nous, individus, qui choisissions vraiment. Donc sans parler après de mariage arrangé forcément et tout. Mais il y avait quand même des critères. On pouvait pas se marier avec quelqu'un qui venait pas de son même milieu, par exemple. Il fallait quand même quelqu'un de niveau égal. Les parents, il fallait qu'ils se connaissent, etc. Là, maintenant, dans cette espèce de jungle du dating, on a accès à des millions de profils. On sait plus quel profil choisir parce qu'on voit défiler des tonnes et des tonnes de profils différents. On voit que 3 ou 4 trucs sur la personne, c'est très difficile de décider. En plus, ça nous, à la fois, maintient dans une illusion que si c'est pas celui-là, c'est celui d'après, qu'il y en a toujours un mieux derrière. C'est ça. Mais ça aussi nous maintient dans un espèce de rationalisation qui pèse sur nous parce que c'est à nous de définir tous les critères. Alors qu'avant, c'était nos parents qui le faisaient. Enfin, pas que nos parents, mais globalement. Donc, on se dit, mais est-ce qu'il me faut un grand, un petit, un riche, un pauvre? Est-ce que je préfère un mec artiste, mais qui est au chômage? Ou est-ce que je préfère un mec riche, mais que je vois jamais? Et donc, on se retrouve comme ça à devoir tout décider. Et au final, il n'y a rien de pire que nous-mêmes pour savoir ce qu'il nous faut. Enfin, en général, quand on fait la liste de nos copines, on leur dit mais c'est pas du tout ce qu'il faut. Ouais. Quand on nous dise, c'est toujours quoi? Mais attends, mais c'est exactement le pire truc qu'il faut. Et c'est toujours les copines, elles sont même meilleures que nous pour savoir ce qu'il faut. C'est vrai. Et donc, cette rationalisation à l'extrême, je pense qu'il y a un énorme problème. Il faut en avoir conscience. C'est une névrose totale qui est aussi les conséquences de cette jungle dans laquelle on est, où en fait on finit par devenir complètement sauvage parce qu'on ne sait plus quoi faire, comment, et on rationalise tout. Moi, j'ai une copine le jour qui m'a dit « Ce mec n'a pas de table basse chez lui, je peux pas rester avec lui ». Donc, elle a rationalisé l'élément table basse. Donc, elle a coché la case, il n'y avait pas la table basse. Donc, elle s'est dit, c'est un glandeur, il a même pas le temps d'aller acheter une table basse. Et elle en a déduit tout un tas de trucs. Je me suis dit, non, mais écoute, va le voir. Parce que peut-être qu'il n'a pas de table basse, il a peut-être d'autres qualités. Donc, il faut faire très attention de ne pas non plus se fermer complètement et de devenir complètement sauvage. Après, il y a aussi un autre problème, c'est ouvrir son intimité, c'est compliqué parce que elle est en permanence pillée aujourd'hui sur les sites. Quand on va sur ces apps de dating, on remplit des trucs, c'est envoyé à des entreprises qui sont multimillionnaires grâce à nos informations. Et donc, je pense qu'on a peur, dans une espèce d'anxiété de se livrer intimement parce qu'en fait, on se livre et on se donne inconsciemment à ces boîtes et tout ça représente de l'argent. C'est quand même un pillage qui est en train de s'effectuer. Et ça a un impact aussi sur nos intimités, c'est qu'on se protège beaucoup plus maintenant, inconsciemment, et on va avoir tendance à vouloir rester chez soi, ne pas sortir, aller sur des apps pour... en fait, tout se fait maintenant. Et puis alors avec le Covid, voilà, ça c'est, je pense, l'étape ultime, on n'a plus le choix. On est obligé de passer par des apps de toute façon. Mais il faut en avoir conscience. On est sauvage, on est en train de devenir plus sauvage, mais il faut en rire. Et il faut absolument aussi quand même faire un pas vers l'autre pour pas être que des animaux sauvages. Ouais, j'adore. Ouais, et c'est toute la contradiction. Moi, je suis vraiment alignée avec tout ça, et c'est ça qui m'a. Moi, j'ai trouvé. J'avais l'intuition que c'était vraiment le message que j'allais y trouver, et c'est vrai ce que tu dis, vraiment je le remarque. En fait, il reste plus que les applications, mais en même temps, beaucoup de femmes en ont peur aujourd'hui. Je le vois, beaucoup de femmes ont peur parce que justement elles se sont fait un peu comme l'arnaqueur de Tinder à des niveaux inférieurs. Elles se sont fait avoir entre guillemets, mais aussi parce qu'elles se sont livrées trop rapidement. Donc et c'est vrai que ce Covid, à la fois, quelque part, ne donne pas le choix, mais en même temps, beaucoup résistent. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui se retrouvent du coup, sans faire de rencontres dans la vraie vie, entre guillemets, mais qui refusent aussi d'aller sur les applications et les sites. Il faut aller sur les applications. Vraiment, je les critique, mais en même temps, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, déjà, ne serait-ce que ça donne quand même un boost à l'ego.
on se dit, on n'est pas tout seul, il y a quand même des gens. Et en fait, par contre, il faut quand même, mais ça demande quand même, c'est ce que je vous disais avec le dating, il y a des règles à respecter. Il faut pas faire ça n'importe comment. C'est plus compliqué que si c'était le copain d'un copain. Il faut vérifier avant, il y a des filtres. Il faut pas non plus tout éliminer, être trop rigide. Il faut pas non plus tout accepter. Il faut accepter qu'il y en a, on discute avec eux, et puis tout d'un coup, on se rend compte que la discussion va nulle part, ou que cette personne nous dit rien, nous pose pas de questions. C'est pas grave, on passe à autre chose. C'est ça qui est très dur aussi, c'est qu'on est un peu dans un truc de zapping. Mais bon. Et puis, il faut absolument pas donner rendez-vous à des gens à 22h chez soi. Enfin, si on cherche l'amour, en tout cas, c'est pas le bon plan. Si on veut vraiment du frisson, du plaisir pendant 1 heure et qu'on y va pour ça, moi je comprends. Mais par contre, j'ai quand même des copines là, une autre récemment qui m'a dit. Parfois j'ai tellement de désir, j'ai envie de ce désir, donc je vais sur une app, je donne un rendez-vous, et puis en fait après je suis déçue. Et ça c'est vrai que c'est dur parce que on a envie quand même de prendre quelqu'un dans les bras, etc. Mais le meilleur moyen c'est pas de l'avoir tout de suite. C'est pas comme quelque chose qu'on peut acheter en 5 minutes, ce que ces apps nous font croire, c'est qu'elles nous disent tu peux avoir ta dose d'amour là dans 1 heure. Ça marche pas comme ça l'amour. Malheureusement, on peut pas avoir ce qu'on veut quand on veut. C'est pas comme partir en voyage en Thaïlande ou je sais pas quoi. Donc il faut avoir conscience que même si on a du désir, si ce n'est que du désir, on peut très bien se masturber ou aller en effet faire une rencontre d'un soir, pas de problème. Mais par contre après ne pas être déçu. Si on veut vraiment construire, si on veut vraiment de l'affect, si on veut vraiment quelqu'un qui vous prend dans les bras tous les soirs, c'est tout un cheminement et il faut vraiment, c'est compliqué. Alors là, j'ai rencontré des filles qui me disaient la salle d'escalade. Il paraît que les salles d'escalade en ce moment, c'est un super endroit pour rencontrer des mecs. Déjà, il y a beaucoup de mecs. C'est quelque chose où on peut aller 1 fois par semaine. Il y a de la musique, il y a un peu de, voilà, c'est festif. Donc moi je pense qu'il faut trouver comme ça des endroits, à la fois aller sur les apps, discuter avec des gens, mais pas forcément se dire absolument qu'on va les rencontrer. Peut-être qu'on les rencontre pas, et puis peut-être que dans l'eau il y en a qu'un qu'on va voir. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Mais en même temps, faire aussi des rencontres physiques, voire appeler tous ses copains pour savoir s'ils ont pas un copain célibataire. Moi, ça me dérange pas de faire ça. Qui a un copain célibataire dans vos copains célibataires? En fait, les gens après, ils adorent, ils aiment bien aider. Ah bah tiens, on va faire, alors sans que ça soit un truc fausse rencontre non plus, un peu bizarre, genre le dîner. Mais déjà enquêter, savoir qu'est-ce qu'il y a. Si on a une autre copine célibataire, tant mieux. Faites des trucs à deux, sortez ensemble à 2 filles. Pour aller peut-être dans des bars ou dans des endroits, essayer de parler à des gens, des concerts. À la rencontre de l'autre et des autres. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, il faut faire attention quand même sur les sites de rencontres. Il y a tout un tas de gens qui sont comme dans la vraie vie, des gens avec qui on n'a pas forcément besoin d'avoir un contact physique. C'est quoi. ça. C'est tout. C'est pas plus que ça. Alors c'est pas forcément que tous les hommes sont des arnaqueurs de Tinder, heureusement, mais il y en a aussi des très bien. Et il faut juste se méfier un peu. Quand l'homme déjà vous dit viens chez moi à 22h, on sait à peu près ce que ça va être. C'est ça. Alors voilà, il faut. Et puis moi je pense que c'est toujours à nous les femmes encore de retarder. C'est comme une danse. C'est comme quand on danse le rock. Il faut qu'on fasse des pas de danse ensemble. Donc c'est pas que un des deux qui a la force. On est tous les deux et voilà, c'est un peu un rapport de force quand même. L'amour, il faut le dire. Et c'est aussi à nous de dire qu'on veut un peu plus de temps. Si en tout cas on veut vraiment construire quelque chose, voilà, il faut pas avoir peur, quoi. Il faut prendre son temps. Ouais. Et en fait, il faut bien comprendre que encore une fois, c'est pas une tare d'être célibataire et qu'on ne faut pas absolument se remettre en couple coûte que coûte, quoi. Donc, en fait, c'est nous qui sommes maîtres de la situation et donc on peut très bien attendre un peu. Ça nous fait pas de mal, à 2 semaines près.
de voir un peu plus, d'enquêter un peu sur cette personne. Moi, j'enquête toujours un peu sur les gens que je rencontre. J'essaie toujours de voir si on a des amis en commun, qu'est-ce qui, sans être complètement parano, hein. Mais moi, je trouve que c'est important de savoir quand même à qui on a affaire en face. Et comme les gens ont du mal à se livrer, il faut faire l'effort de. Et moi, je dis toujours, pour une première rencontre, une balade, c'est vraiment super. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre un verre, on n'est pas obligé de payer, il n'y a pas de rapport économique. Une balade, tu vas, tu fais, si au bout de 10 minutes, tu peux prétexter quelque chose, partir, donc pas dans une forêt bizarre, hein, plutôt dans un endroit... voilà, et voilà. Ouais, j'adore. Merci, merci en tout cas pour voilà ta lumière, ton expérience. Juste pour terminer, alors moi je suis curieuse de deux choses. La première chose, j'aimerais savoir par rapport à ton livre qui, je sais, a eu un succès fou. C'est quoi les retours qu'on te donne des hommes, des femmes qui le lisent Eh ben, c'est marrant, moi j'ai des femmes et des hommes qui l'ont lu. Donc j'étais assez contente d'avoir les deux. Mais c'est vrai que après moi mon livre ne donne pas tellement de solutions. Moi c'est plutôt des constats. Oui, c'est ça. Ça sera peut-être comme mon livre d'après où je donnerai les solutions, mais je veux juste déjà que les gens comprennent en fait leur névrose amoureuse. On l'écrira ensemble si tu veux. Tu pourras donner tu pourras faire toute l'enquête avec tous les retours de terrain. Ah ben oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas conscience de tous ces. Moi, pour moi, c'était vraiment ça l'idée du livre, c'était de montrer tous nos petits dysfonctionnements, toutes nos petites névroses amoureuses. Quand on devient complètement obsédé par la personne idéale, quand on donc toutes ces choses, pouvoir les identifier, pouvoir faire un travail dessus et pour pouvoir voir qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas seul, qu'on est vraiment de toute façon dans un monde de plus en plus individualiste. Donc on va vers ça. Donc on va aller vers des couples qui durent moins longtemps parce qu'on va vouloir mettre l'amour au centre du couple et maintenir l'amour c'est compliqué, maintenir le désir c'est compliqué, il faut se battre tous les jours pour ça. Il faut y croire, évidemment qu'il faut y croire pour ça, parce que si on n'y croit plus alors là c'est mort, mais en tout cas c'était vraiment l'objectif et j'ai eu plein de retours de gens qui me disaient mais oui c'est vrai, je fais tout le temps ça, je devrais pas faire ça, j'attends toujours une meilleure personne, je rationalise tout le temps tout, dès que quelqu'un me parle et me dit quelque chose, je me dis attends qu'est-ce que ça veut dire, je me laisse jamais aller dans les rencontres, ou je prends pas le temps de connaître l'autre, enfin voilà, toutes ces problématiques là elles sont vécues par les hommes et par les femmes. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'ai aimé en fait dans ton livre parce que finalement ça dressait un tableau de choses moi sur lesquelles on travaille avec le programme d'Amaïra et on travaille sur tout ça, notamment sur toutes les questions, les névroses comme tu dis, les habitudes, c'est cette tendance à toujours ce questionnement, ces doutes qui remplissent et aussi sur la place du masculin et féminin aussi dans le couple. Je pense que, en tout cas pour moi, je parle beaucoup, je dis les Amazones. Moi, j'appelle ces femmes que nous accompagnons les Amazones. C'est des femmes, qui sont qui savent ce qu'elles veulent, qui vivent leur vie, qui créent, qui rêvent, qui décident. Et en même temps, du coup, c'est ce côté masculin assez fort finalement. Et quand on est face dans la rencontre au masculin, ça crée des étincelles. Tiens, sur ça, qu'est-ce que tu nous dirais? Je trouve que maintenant, ce que j'aime bien, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui injectent du féminin en eux. Là, j'ai rencontré un homme, c'est lui qui a la garde à plein temps de ses enfants, c'est lui qui organise tout, la maison, les courses, et donc en fait il était beaucoup plus féminin que moi dans un sens sur ça, et donc je me dis qu'on est en train aussi de trouver un équilibre par rapport à ça, où peut-être si on a beaucoup de masculin il faut peut-être aller aussi vers un homme qui a un peu de féminin, parce que si on est trop dans un truc qui se confronte, si on est avec des machos,
une femme qui travaille avec un macho, c'est pas forcément une bonne idée. Donc il faut aussi chercher des hommes en fonction de la place de ce masculin féminin. Je pense qu'il y a ça. Et le deuxième truc que je pense qui est un peu fondamental et qui est un peu triste aussi, c'est que l'énergie masculine, dans le sens tel qu'elle est un peu dans le cliché, c'est-à-dire des hommes qui ont comme ça une sexualité. En fait, pour moi, c'est aussi malheureusement, l'époque dans laquelle on est, elle est très masculine en termes de temps, de temporalité. C'est une époque de l'instantané. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a toujours tendance plus à planifier, à raisonner, parce qu'on a été éduqués comme ça, parce qu'on est enceinte. Forcément, quand on tombe enceinte, on est obligé de penser au futur du bébé, etc. Donc nous, les femmes, on a toujours une tendance à être plus à se projeter. Les hommes vont avoir, enfin, c'est un peu parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais les hommes vont être plus dans l'instantané, dans le... Moi, je dis toujours, c'est les hommes, c'est un moteur en un temps et les femmes, un moteur en 2 temps. Et malheureusement, on est dans une société aujourd'hui qui est complètement masculine parce que tout va très vite et que tout est très... C'est maintenant, il faut décider, ça va très vite. Et donc, ça favorise aussi ce temps masculin qui n'est pas le temps des femmes. Et je vois beaucoup de femmes qui essayent de se mettre sur ce temps masculin un peu en disant nous aussi on peut aller très vite, nous aussi on peut devenir comme ça, et ça veut pas dire qu'on n'est pas comme ça, on peut très bien être comme ça, mais il faut pas que ce temps-là on le subisse nous en tant que femmes. Il faut pas que tout d'un coup il faut pas que ça soit subi. C'est-à-dire si on décide d'avoir un plan d'un soir parce qu'on est dans cette énergie-là, et ben, il faut que ça soit vraiment assumé, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si on se met à le subir, dans ce cas, il faut se dire non, je ne peux pas subir ça. Moi, je préfère quelque chose de plus long et je n'ai pas à subir ce que les autres m'imposent, qui est de me faire croire que la femme doit avoir une sexualité comme ça, débridée en permanence, comme si c'était la révolution sexuelle dans toute sa splendeur. Non, chacun a ses temporalités. Il y a des temporalités courtes, des temporalités longues, et on doit pouvoir choisir sur quelle temporalité on se met. C'est tellement vrai, France. Tu sais, j'ai une jeune femme l'autre jour qui me disait Karima, en fait, moi je couche le premier soir parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. C'est fou d'entendre ça. Mais ça, c'est valable pour les hommes aussi. Enfin, je veux dire, eux, ils seront contents aussi. Ils sont aussi contents, les hommes, de pas coucher le premier soir, parce que aussi ils ont l'impression d'être une machine. L'autre jour, un mec m'a dit, il a l'impression d'être un sextoy, parce que ils sont aussi dans ce diktat du plaisir immédiat, qui est encore une fois un temps du capitalisme très rapide. On désire, on consomme, on jouit. Il faut jouir sur l'instant, et ça, c'est du marketing. Enfin, c'est une société de consommation qui veut qu'on achète, qu'on ait des impulsions et des désirs immédiats. Mais pour moi, l'amour ne veut pas être ça. Pour moi, l'amour, ça se construit. Donc, à partir du moment où ça se construit, on peut pas arriver, la maison est déjà toute construite en 2 secondes. Il faut d'abord vérifier si les fondations, elles sont bien, si elles sont pas, il n'y a pas trop de planches pourries là-dedans. Et puis le plaisir physique, si on a vraiment envie de l'avoir, et que ça peut être une envie fulgurante, mais si on a envie de cette envie fulgurante, on peut très bien le faire en toute conscience, quoi. Voilà. Waouh. Ok. Est-ce que on a regardé. Moi, je te garderai encore très longtemps, mais je crois que voilà, le temps tourne. Merci en tout cas pour tout ça. Pour terminer sur une note positive et d'espoir sur l'amour, tiens, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces hommes, à ces femmes et peut-être des hommes qui nous regardent, je sais pas, oui. On va dire que le printemps qui arrive, c'est le printemps de l'amour, puisque on va tous tomber les masques là. On n'aura plus besoin de mettre de masque dans la rue, donc n'hésitez pas à parler dès que vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez attrayant. Et n'hésitez pas à aller dans des bars avec des copines, pas toute seule, avec des autres copines célibes. N'hésitez pas à aller à la rencontre de l'autre parce que c'est quand même merveilleux. Et même si on essuie des échecs, en fait, c'est pas grave. Il vaut mieux s'essuyer des échecs et puis être un jour content que plutôt que de rien faire et d'être dans une position de victime ou de aller vers l'autre. C'est quand même ce qu'il y a de plus beau au monde. Donc je sais que là on n'est pas dans une période qui fait ça. On est tous dans des burn-out, on a tous envie de rester chez soi en chaussettes et en pyjama. Il faut un peu se violenter
pour aller au contact de l'autre, mais il faut quand même, on se rend compte en fait une fois qu'on est au contact de l'autre qu'il y a toujours quelque chose à retirer de l'autre, une conversation, un échange, même si c'est pas pour avoir une relation, on aura toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Donc il faut rester dans cette optique, et même si je veux dire, moi j'ai été 8 ans célibataire, ça m'a pas empêché de faire des rencontres géniales, de ne jamais me sentir isolée. Il faut surtout pas se sentir isolé. À partir du moment où on se sent isolé, c'est pas bien. Il faut aller voir Karima. Et voilà. Et là, voilà, le printemps va être super. Moi, j'en suis sûre. Un printemps, amen, qu'il en soit ainsi. Pour toutes les Amazones, les femmes, toutes les ladies, les femmes, les hommes et tous les célibataires de la Terre. Merci, 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 merci beaucoup, France, pour vraiment ce moment délicieux qu'on vient de passer toutes les deux et qu'on va partager avec voilà, pas mal de gens et de femmes et d'hommes dans quelques jours. Voilà, donc on continue. Hein, toi, tu vas continuer à apporter beaucoup aux femmes et aux hommes célibataires. Chez Namaera, on va continuer aussi. Et puis, bravo Karima d'aider toutes ces femmes. C'est très important, je trouve, de créer des réseaux et de s'entraider, de discuter ensemble. C'est ce qui est le plus important. Il n'y a que comme ça qu'on peut lutter contre le fait que si on finit là tous sur nos écrans, on va être tous complètement séparés. Donc bravo pour ton travail et continue. J'espère que tu vas continuer encore longtemps avec toutes ces Amazones. Oui. On y compte bien parce que j'ai toute une équipe avec moi. T'inquiète, on est motivés. Merci beaucoup. Et puis, ben voilà, de toute façon, on va continuer à se suivre. Voilà. Et merci à toutes qui écoutaient et à très vite alors. Voilà. Bye.